Bonjour à toutes et à tous, je suis François Langlais de France 2 et j'ai le plaisir d'être le modérateur de cette séance dont le thème, vous le savez, est un ordre de mission assez large, le monde et le choc des temps. C'est évidemment, il va falloir circonscrire cela et nous le ferons bien sûr avec Jean Pisani-Ferry qui est le membre du Cercle qui a préparé cette session et qui va justement encadrer un petit peu nos travaux et nos échanges. Auparavant, quelques éléments d'ordre pratique et d'emploi du temps. Donc, cette session va nous conduire jusqu'à 13h, 12h58 exactement. Et là, pour les habitués des rencontres que vous êtes, c'est bien sûr le clou du spectacle, si je puis dire, puisque vous allez avoir la déclaration du Cercle des économistes, mais pas seulement une déclaration. Cette année, il y en a deux. Il y a celle des vieux et puis celle des jeunes. C'est-à-dire celle du Cercle et celle des étudiants qui ont travaillé parallèlement sur le même thème, donc animés bien sûr par Jean Hervé et Youssou N'Dour et Eric Orsena seront là aussi donc à 13h. Voilà. Auparavant, on va travailler avec une session où il n'y a pas d'intervention au sens propre. On va tâcher de justement faire s'exprimer plusieurs fois nos intervenants dans un débat et puis de vous donner la parole assez rapidement de façon à ce que vous puissiez intervenir. Il y a des micros comme d'habitude. Je vous présente très rapidement nos intervenants. Jean, je l'ai présenté tout à l'heure, on n'a pas besoin de le faire, bien sûr, c'est le membre du Cercle économiste qui a travaillé sur la session. À ses côtés, Pascal Lamy, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Il est réputé pour ses analyses tranchées et sur le sujet qui est le nôtre, j'espère qu'il nous éclairera. À ses côtés, c'est Eric Orsena, qu'on ne présente pas davantage, qui est auteur, romancier, académicien aussi et ami du Cercle, peut-être même membre du Cercle, en tout cas membre de cœur. Esprit libre, s'il en est. À ses côtés, Gerhard Krömer, qui est la voix d'un grand industriel allemand, qui a une carrière, justement, il est président du conseil de surveillance de Siemens, c'est une marque que tout le monde connaît, évidemment, c'est un groupe allemand mondial. Auparavant, il a dirigé dans la série ThyssenKrupp, qui était aussi un groupe tout à fait considérable. Et c'est une voix, je dirais, européenne, une voix du franco-allemand, notamment. Vous allez le voir, il parle dans un français remarquable, et il suit ces questions franco-allemandes depuis très longtemps au cœur de la construction européenne. Et à ses côtés, Youssou N'Dour, qui est un artiste, mais aussi qui est devenu un homme politique à l'occasion des élections récentes au Sénégal. Il est ministre du Tourisme et de la Culture. On est évidemment très heureux de l'accueillir aujourd'hui. À ses côtés, c'est Koichi Hamada, qui est économiste éminent lui aussi, et qui est l'un des inspirateurs de ces fameux Abenomics dont on a pas mal parlé déjà ce matin. Vous savez que c'est l'une des expériences les plus intéressantes en matière de politique économique et de politique monétaire qui se déroule pour sortir de la crise. Évidemment, il nous en parlera parce qu'il connaît cela mieux que quiconque. Et à mes côtés, Benoît Cœuré, banquier central. Il est membre du Conseil de la Banque centrale européenne. Il est aussi membre du Cercle des économistes, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il intervient. Il est en disponibilité, me dit-il. Et donc, ce qui lui donne une liberté évidemment encore plus grande qu'à la Banque centrale. Et Jean, nous comptons sur toi pour préciser justement un petit peu le cadre de notre première partie. Bien, je suis très heureux d'ouvrir cette dernière session de la matinée consacrée à l'exégèse de la pensée de Jean-Claude Juncker. Il y a 2 ans, je crois, nous avions, en 2011, au plus fort de la crise, nous avions usé et abusé des citations de Winston Churchill. Cette fois-ci, nous nous consacrons à réfléchir sur une phrase de Jean-Claude Juncker. C'est probablement le signe que les choses vont un peu mieux. Cette phrase, je vous la rappelle, c'est nous savons tous ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas comment gagner les élections après l'avoir fait. On peut en donner une interprétation paternaliste. On peut en donner une interprétation paranoïaque. Moi, je vous propose d'essayer de la prendre au sérieux et de réfléchir à la raison pour laquelle, effectivement, des mesures, des décisions, des réformes qui sont bénéfiques dans le long terme sont difficiles à prendre pour des gouvernements élus. Et quand on se pose cette question, on tombe tout de suite sur le fait qu'il y a des questions de préférence pour le présent des sociétés, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement les mêmes d'une société à l'autre,
qu'il y a des questions de conflits de répartition qui peuvent être suffisamment aigus ou suffisamment obsessionnels pour faire qu'on occulte les enjeux intergénérationnels du long terme. Il y a des problèmes d'information considérables. Qu'est-ce que vont donner ces réformes? On ne sait pas, il y a différents points de vue, on ne sait pas comment résoudre ces différences de points de vue sur les effets à long terme des décisions. Pensez simplement à la question du climat ou pensez à la question des réformes structurelles. Et donc par rapport à ça, on a essayé, on a adopté différentes technologies, à des doses différentes d'ailleurs selon les problèmes, selon les pays. Bon, d'abord, certaines sociétés ont une capacité endogène plus grande à résoudre ces problèmes. D'autres ont utilisé, par exemple, le fait de chercher un accord au sein du Parlement entre les groupes qui dépassent de très loin les majorités usuelles. C'est ce que la Suède a fait pour la réforme des retraites. D'autres essayent un accord entre partenaires sociaux en se disant que la démocratie sociale a plus de capacité à saisir des enjeux du long terme que la démocratie politique. D'ailleurs, question, pourquoi, d'un point de vue théorique, est-ce qu'il en est ainsi? Mais enfin, c'est ce qu'on essaie par exemple en France sur la question des retraites. Et Didier Reynders disait qu'en Belgique, on avait enfermé l'ensemble des partenaires sociaux toute une nuit dans une salle jusqu'à ce qu'une décision en sorte. Ça, c'est la technique pontificale, disons. Et puis, on fait appel aussi à des institutions technocratiques indépendantes, tous les conseils sur les questions budgétaires qui viennent d'être créés dans différents pays. Et également, on fait appel à l'étranger, on fait appel à des technologies plus exogènes. Alors, on peut avoir un oncle Sam, on peut avoir une tante qui regarde ce que nous faisons. On peut se lier les mains par des accords internationaux européens. Et puis on peut faire appel, et on l'a fait beaucoup, aux organisations internationales pour nous dire ce qu'il faut faire et pour surveiller ce que nous faisons. Donc différentes techniques, lesquelles faut-il utiliser, dans quel cas, pourquoi, et est-ce que nous atteignons les limites de certaines d'entre elles, en particulier est-ce que l'idée que nous pouvons sous-traiter à des institutions extérieures, à l'Union européenne dans le cas français, beaucoup de notre programme de réforme, est-ce que finalement ce n'est pas contre-productif dans la durée parce que ça provoque le type de réaction qu'on a vu se développer ici. Voilà, c'est ce que je propose comme premier thème pour la discussion. Merci Jean. Pascal Lamy, je me tourne vers vous d'abord. Au fond, d'abord, quelle est votre explication de ce phénomène? Est-ce que les politiques d'aujourd'hui sont moins courageux, moins efficaces qu'ils ne l'étaient naguère? Est-ce que ce sont les peuples qui sont plus court-termistes? On a entendu ça tout à l'heure, au fond. Est-ce qu'il faut changer les politiques ou les peuples pour réussir? Et question subsidiaire, pour vous qui êtes un homme de la mondialisation, un observateur très attentif de tout ça, est-ce que l'interdépendance créée par la mondialisation financière et mondialisation des biens ne complique pas encore le rapport entre le court terme et le long terme? Parce qu'on fait quelquefois des efforts et puis on n'en voit pas la couleur, compte tenu du fait que les systèmes sont devenus très complexes. Le tout en 4 minutes, s'il vous plaît. On va essayer. Un mot sur la réponse théorique, un mot sur la réponse pratique et un mot sur le rôle des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, ce qui est plutôt ma propre expérience. La réponse au plan théorique à cette question est assez simple. Il s'agit d'agréger des préférences temporelles différentes, soit entre pays, et on va juste vous donner un slide qui représente les taux d'actualisation qui sont utilisés par divers pays. Vous les avez là. C'est vrai entre disciplines, les démographes, les anthropologues n'ont pas la même échelle temporelle que les financiers ou les gens de médias. C'est vrai pour les groupes sociaux, en fonction de l'âge, du statut économique et social. C'est vrai pour les individus, y compris dans leurs rêves et leurs cauchemars, qui font partie d'une identité qui est souvent accolée à un coefficient temporel. Et donc le sujet théorique, c'est comment agréger
des préférences différentes pour le présent et pour l'avenir. Et c'est un cas classique d'un des grands fondements du fonctionnement de processus démocratiques. L'agrégation de préférences temporelles différentes est un des sujets de la démocratie, comme d'autres préférences relatives à la liberté, à la sécurité, à la justice, etc. Et donc, il faut se doter, aux différents niveaux des pouvoirs, de processus d'agrégation efficaces pour amoindrir ces tensions. Si on prend une approche plus pratique, et je fais là référence à un travail qui est en cours, que je mène avec un certain nombre de bons esprits venant de divers continents depuis un peu plus d'1 an à la Oxford Martin School, qui devrait sortir quelque chose sur ce sujet en septembre ou en octobre. Nous avons essayé de regarder ça sur le côté pratique et de voir ce qui faisait la différence entre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, partant d'un constat de départ que le savoir sur des enjeux de long terme de l'humanité dans différents domaines est assez bon, que par contre notre capacité d'agir en fonction de ce savoir est assez mauvaise, et que le sujet c'est comment combler ce gap entre le savoir et l'action. Et on est parti d'un certain nombre d'exemples, je n'en prends que 2 et je ne vais pas évidemment les développer. Pourquoi est-ce qu'on a fait pas trop mal en matière de lutte contre le sida, et pourquoi est-ce qu'on fait très mal en matière de surpêche des océans? Je ne prends que 2 exemples, il y en a beaucoup plus dans ce travail. Et la conclusion à ce stade, c'est qu'il y a au moins 2 éléments qui expliquent pourquoi ça marche dans certains cas et pourquoi ça ne marche pas dans d'autres. Le premier, qui est majeur, c'est le passage du savoir, de la connaissance à la conscience. Ce que les Anglais appellent « from knowledge to awareness », qui n'est pas très facile à traduire en français, qui est évidemment un pas essentiel dans une démarche politique, l'expérience prouvant que cette conscience est inséparable d'un narratif que les sachants en général, sont assez mauvais à créer. C'est d'ailleurs là que la politique, le côté rituel de création d'un narratif de la politique devient essentiel. Et donc, le deuxième élément qui fait, dans beaucoup de cas, la différence entre le succès et l'échec, c'est l'émergence de coalitions, parfois improbables, entre des acteurs publics, des souverains, que ce soit des États ou très très souvent maintenant des villes, des initiatives privées venant du monde des affaires et de la société civile qui arrivent en quelque sorte à faire converger des intérêts a priori différents sur un but précis dès lors qu'ils partagent un narratif commun et notamment une préférence entre le présent et l'avenir et ce qu'il faut faire pour éviter que l'avenir ne se détériore similaire. Donc ça, ce sont des recommandations en quelque sorte pratiques qu'on va essayer de développer dans d'autres domaines. Dernier point pour rester court, oui, attention au temps. À la question du rôle des institutions, que j'ai pratiqué au niveau national, européen et international. Et là-dessus, ma réponse à l'expérience est assez claire. Certes, les institutions jouent un rôle important, elles incarnent des règles du jeu collectif, elles sont souvent dotées de capacités de faire assurer le jeu de ces règles, elles sont très importantes dans la représentation des disciplines collectives, mais elles ne sont que subsidiaires, pour une raison très simple, c'est qu'elles sont en général affectées d'un déficit de légitimité, ce qui est d'ailleurs bien normal, et qu'on ne comble pas ce déficit de légitimité aux différents niveaux, que ce soit local, régional, national, continental ou mondial, sans de très grandes difficultés, et ça me ramène à une constatation fondamentale sur laquelle d'ailleurs j'ai évolué avec le temps. J'ai longtemps pensé, en tout cas qu'au niveau global, c'est notamment ces articulations entre court terme et long terme qui sont très différentes. Ça consistait à globaliser correctement des problèmes locaux.
Et je pense aujourd'hui que la solution, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de localiser correctement des problèmes globaux parce que, notamment dans ces différences temporelles, ça se règle plus dans ce sens-là que dans l'autre. Parfait. Merci. Gerhard Krömme, vous êtes, je l'ai dit, un industriel éminent allemand. La question évidemment à propos de réforme, le point de référence en France, c'est l'Allemagne. C'est Hartz IV, les réformes qui ont été conduites au début des années 2000 par le chancelier Schröder pour améliorer la compétitivité. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement deux façons différentes d'appréhender le rapport court terme, long terme, au fond la temporalité et la nécessité de faire des efforts pour avoir des bénéfices après, entre la France et l'Allemagne? Merci beaucoup. Je dois commencer par une confession. Je n'ai pas fait des études à Aix. Et deuxièmement, je parlerai en français, donc vous voyez que je prends des risques. Jean, tout à fait au début, il a posé la question en paraphrasant un peu c'est ce que disait Jean-Claude Juncker, et je peux vous faire partie d'une petite expérience que j'ai eue après les élections présidentielles en France. Eh bien, j'ai eu plusieurs fois maintenant la possibilité de parler à la plus haute instance de la France, de la République française, et un jour, je lui ai dit, Monsieur le Président, Monsieur Schröder aurait gagné les élections en 2005, il les a perdus de justesse. Et pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des réformes trop tard. 12 mois, 18 mois trop tard. Je ne connais pas vos plans pour 2017, mais si vous en avez, eh bien, il faut vous dépêcher. Et c'est clair, les réformes de structure, comme on a déjà entendu ce matin, ne coûtent pas beaucoup d'argent, mais ils sont pénibles. Donc il faut parler aux gens, il faut les faire comprendre pourquoi c'est nécessaire, et ça dure 2 ans, ça dure 3 ans. Après, on voit les effets positifs, et à partir de ce moment-là, naturellement aussi sur le plan électoral, on a une chance d'être réélu. C'était un point. Un deuxième point qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Aujourd'hui, dans les moments difficiles, dans les médias, dans les discussions, eh bien, des deux côtés du Rhin, il y a des sous-entendus, il y a des désaccords. Il y a des désaccords, il y a des soupçons, etc. Et je peux vous dire, nous en Allemagne, nous avons besoin d'une France forte, compétitive et sûre d'elle-même. Pourquoi? En Europe, rien ne bouge s'il n'y a pas un compromis préalable entre la France et l'Allemagne. Naturellement, les autres n'aiment pas toujours quand on se met d'accord avant. Les uns parlent du dictat, si on ne le fait pas, manque de leadership, etc. Donc on a plutôt intérêt de le faire. Pourquoi le compromis franco-allemand est tellement important? J'en ai parlé plusieurs fois déjà avec Pascal. S'il y a un compromis franco-allemand, toute l'Europe est dedans. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est, il y a la pensée nordique, il y a la pensée méditerranéenne. Et donc, s'il y a un accord entre la France et l'Allemagne, je dirais 80%, peut-être même 90% de tout ce que tout le monde pense et croit est déjà dans ce compromis. Mais un compromis qui est vraiment accepté partout doit être un compromis qui est vraiment, quand les deux partenaires sont à la même hauteur. En ce moment, nous voyons que les problèmes de la France sont plus grands que les problèmes en Allemagne. Ça ne peut pas durer. Donc la France, à mon avis, doit faire le plus rapidement possible les réformes de structure qui sont nécessaires à redonner à son industrie la compétitivité qui est nécessaire sur le plan mondial. Et on espère, et en paraphrasant aussi un peu ce qui a été dit ce matin, eh bien, de Digny au zigzag, moi, étant optimiste, je crois maintenant à entrevoir une ligne droite qui peut-être mène dans la bonne direction. Et j'espère que tout ce qui est en discussion en ce moment sera appliqué dans les mois qui viennent. Parfait. Les 4 minutes sont écoulées ou pas encore? Ah oui, ils sont écoulés, je vois. Donc, eh bien, si vous voulez, je reviens tout à l'heure. Vous reviendrez, bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
Youssou N'Dour, vous êtes ministre donc de la Culture et du Tourisme. Vous êtes politique, j'allais dire récent, parce que vous avez, c'est votre deuxième vie au moins. Comment est-ce que vous lisez justement ce Junckernomics là, c'est-à-dire au fond cette espèce de paradoxe qui fait que les sociétés sont de plus en plus difficiles à réformer? Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, vous qui êtes passé de l'autre côté de la barre il n'y a pas si longtemps? Merci. D'abord, je voudrais saluer les panélistes et surtout l'articulation que les organisateurs ont faite de cette rencontre qui est diversifiée autour de la participation. Et je crois que les organisateurs comprennent aujourd'hui ce monde dont on parle. À regarder ces panélistes, on voit exactement toute la diversité qu'il y a et l'attente aujourd'hui se trouve là. C'est vrai que moi, j'arrive à avoir une certaine lecture parce que je suis rentré dans un gouvernement il y a 16 mois et je vois l'urgence quotidiennement des populations qui mettent la pression sur les gouvernants pour attendre des choses. Il faut comprendre que récemment, comme les politiques ont échoué 50 ans, en tout cas de nos indépendances, les gens ont tellement attendu qu'il y a eu un vide. Et la société civile s'est emparée de ce vide-là pour amener les populations à reprendre leur pouvoir. D'où la nécessité pour les gouvernants d'être à l'écoute. Et la population d'une manière générale, veut des réponses tout de suite. Et comme en Afrique aussi, il y a ce lien autour de la coopération entre l'Europe ou les États-Unis, en tout cas le monde occidental, il y a d'abord des planifications qui ont été faites autour d'une marche peut-être un peu plus lente pour les populations. Donc il y a un choc. Les politiques écoutent la mesure internationale, disons la mesure universelle, comme vous l'appelez, et la population demande autre chose. Ça, c'est la première des choses que je vois et que je vis, et l'urgence est là et interpelle le gouvernement chaque jour. Maintenant, en tant qu'artiste, j'ai sillonné le monde, j'ai vu énormément de choses très intéressantes qui me rappellent le sens vraiment de la solution qu'on devrait avoir, c'est l'humain. C'est la personne au centre. Au centre, si on revient à la personne, à l'humain, sur toutes les décisions, je crois qu'on aura un rythme soutenable. Et la mondialisation, c'est une lecture que, effectivement, on peut avoir ici, mais c'est une lecture aussi qu'on peut avoir de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est pour nous un paysan? Qu'est-ce que c'est pour nous l'agriculture? La réponse n'est pas forcément la même que vous. Nous avons une interprétation, nous avons dans un pays près de 100 langues, des traditions différentes. Ici en France, tout le monde parle français, c'est la langue. Et nous, ça se multiplie. Et autour de ces multiplications, il y a une lecture tout à fait différente, même des fois préoccupante par rapport d'où la nécessité d'avoir l'écoute. Je pense que pour moi, ce que j'aurais proposé, c'est l'ouverture et l'écoute de l'autre. Et en ce qui concerne l'Afrique, je dis, il est temps d'écouter vraiment ce que l'Afrique veut pour après amener des solutions. Je vous remercie.
Curé, peut-être avant d'intervenir spécifiquement sur la question des banques centrales, puisqu'on écoutera Jean entre-temps, juste quelques commentaires sur notre première thématique, donc le temps des sociétés, le temps des politiques, comment les réconcilier. Non, d'abord, bonjour à tous. J'ai un commentaire, en fait, une réaction à ce qu'a dit Pascal Lamy sur le fait qu'un des grands problèmes de la gouvernance mondiale, c'est il a dit ça, alors en des termes très savants, tu as dit l'agrégation des préférences temporelles. Et donc le degré d'impatience des différents peuples n'est pas le même. Et Pascal a dit ça dans un contexte qui est celui de la négociation entre l'Europe et la Chine, ou entre l'Europe et le Brésil. Et on voit bien que sur le changement climatique, le fait de discuter du changement climatique entre des pays, des sociétés, des économies qui n'ont pas la même préférence pour le présent, ça explique pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le changement climatique. Je pense que c'est très profond. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi vrai à l'intérieur de l'Europe. Et ça nous ramène à la question posée par Jean Pisani-Ferry. Ce qu'on voit au niveau mondial, on le voit aussi à l'intérieur de l'Europe et de la zone euro. Donc, la zone euro est, comme dans bien des domaines, pour le meilleur et aussi pour le pire, une sorte de laboratoire des déséquilibres et des contradictions qu'on voit aussi au niveau mondial. Les taux de préférence pour le présent sont différents au sein de la zone euro. Parce que la zone euro met ensemble des pays dont certains étaient en rattrapage rapide et donc avaient des aspirations. Les peuples dans les pays, en particulier d'Europe du Sud, avaient des aspirations en termes de revenus qui étaient plus fortes parce que ces pays étaient en rattrapage. Et aujourd'hui, on voit que les taux d'intérêt sont très différents dans les différents pays de la zone euro. Et donc un des sujets auxquels fait face la zone euro, c'est de trouver des solutions communes dans une zone où les préférences pour le présent sont très difficiles. Et un des problèmes auxquels fait face la Banque centrale, et ça m'amènera tout à l'heure, je peux commenter là-dessus, c'est de fixer un taux d'intérêt unique dans une zone où les préférences sont si diverses et où les marchés financiers, et ça a été beaucoup discuté au cours de ces 3 jours, les marchés financiers dont le rôle social est de répartir les ressources au cours du temps, de transférer les ressources au cours du temps, ces marchés financiers dans la zone euro ne fonctionnent pas. Les marchés financiers, normalement, devraient assurer cette agrégation des préférences dont a parlé Pascal, et aujourd'hui, dans la zone euro, ça ne fonctionne pas. Très bien, merci. Déjà dans le débat. Je voulais juste vous faire remarquer qu'on a commencé la journée avec le commissaire aux affaires économiques et monétaires, qu'on a continué avec la directrice générale du Fonds monétaire international, qu'ensuite on a eu Jean-Claude Trichet, ensuite Jens Weidmann et maintenant Benoît Curé. Donc il y a un fil Banque centrale, affaires monétaires qui court toute cette matinée. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, puisque finalement les banques centrales sont des institutions qui sont trouvées de plus en plus en charge de problèmes intertemporels et en charge de ce portage dans le présent des problèmes du futur. Ce qui n'est pas exactement ce pourquoi elles avaient été créées et ce qui ne correspond pas du tout à la philosophie qu'elles avaient dans les années 90 où finalement elles disaient on vous fait ce qu'on fait aujourd'hui et on ne vous dit rien sur ce qu'on fera demain. Et puis ensuite, elles ont commencé à préciser leurs objectifs et la manière dont elles voyaient l'interaction avec les agents privés sur comment on relie demain à aujourd'hui. Et dans la crise, elles sont allées beaucoup plus loin. Et la Banque centrale européenne l'a fait cette semaine, enfin la semaine, oui, dimanche, c'est encore cette semaine, en entrant véritablement dans le pilotage prospectif des anticipations. Donc en commençant vraiment à dire voilà ce qu'on va faire demain et puis voilà combien de temps à peu près on va le faire en fonction des conditions et l'étape suivante étant de dire comment on réagira à tel ou tel type d'événement. Donc on voit ce mouvement s'accélérer à l'occasion de la crise. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'au fond c'est un mouvement long dont la crise est l'accoucheur, dont la crise actuelle est l'accoucheur, ou est-ce que c'est plutôt, comme certains l'ont dit, Patrick le disait un peu ce matin, ce sont des politiques exceptionnelles, dangereuses, dont il va falloir sortir et par rapport auxquelles il va falloir revenir à cette espèce de statu quo ante. Donc est-ce que c'est l'accoucheur d'une nouvelle conception de la politique monétaire ou est-ce que c'est une exception à laquelle il va falloir mettre fin ? La question est pour Benoît Curé. Merci. Alors pour répondre directement à la question posée par Jean,
Non, je ne vois pas de changement de paradigme ou de rupture de long terme, mais des réactions à une crise qui est nouvelle et qui a des caractéristiques particulières. Et pour revenir à la question du temps et de la temporalité, qui est le fil directeur ici, quand on y réfléchit, quel est le rôle d'une banque centrale? Le rôle d'une banque centrale, c'est de fixer le taux d'intérêt. Certainement à court terme, et si possible à plus long terme, quand on y arrive, on essaye, souvent on y arrive. Qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt? C'est le prix du temps. Donc la banque centrale, dans l'économie, elle fixe le prix du temps. Donc elle est au cœur de cette problématique. Or, qu'est-ce qu'on voit dans la crise de la zone euro? On voit, et ça a été beaucoup dit au cours de ces 3 jours, hein, donc je synthétise, je n'invente pas, on voit que la crise de la zone euro met en évidence une contradiction entre 3 temporalités, le temps de la finance qui est très rapide, le temps de l'ajustement des marchés financiers, le temps de l'économie qui est plus long, parce qu'il s'agit de décisions d'embauche, de décisions d'investissement qui sont longues, et le temps de la politique qui est un temps compliqué, ça a été dit aussi, très compliqué, parce qu'il y a à la fois des aspirations immédiates des peuples qui veulent des solutions, et en même temps un temps de la délibération politique qui est parfois très long. Et toute la difficulté de la crise de la zone euro, c'est ces différentes temporalités de la politique. Alors, les temporalités de la politique, elles doivent être gérées par les politiques, et pas par les autres. C'est ça qui fait, comme a dit Pierre Moscovici, la noblesse de la politique, c'est de gérer ça. Et on n'aimerait pas le faire à leur place. Ce que peuvent faire les banques centrales, c'est, dans une certaine mesure, de rapprocher le temps de l'économie du temps de la finance et du temps politique, justement en jouant sur le taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, dans la zone euro, les taux d'intérêt sont très bas. La Banque centrale européenne a décidé jeudi dernier que non seulement ils étaient très bas, mais qu'ils resteraient bas, voire même encore plus bas sur une période très longue. C'est ça la nouveauté. Ça permet de protéger la zone euro des turbulences, peut-être des métamorphoses mondiales, comme l'a dit Eric Orsena. Le monde est en métamorphose. La zone euro est en phase de guérison. Il faut qu'elle soit tranquille, protégée pour se guérir. Et c'est aussi le rôle de la Banque centrale que de faire ça. Et ça permet aussi de rapprocher le temps de l'économie du temps des politiques. Donc ça permet aux politiques de reprendre le contrôle du temps, de construire des solutions, de construire un récit politique, un narratif, comme diraient les anglo-saxons, et de concevoir le processus de réforme. Tout ça marche à condition que ce temps soit employé à bon escient et que le temps ne soit pas perdu. Et c'est ça qui a été dit très justement par M. Cromeux, c'est-à-dire que quand les réformes se font le dos au mur, on perd le temps qui a été donné. On va ouvrir le débat et on va prendre une question d'un étudiant qui a été préparé pour ce panel, M. Dubief, je crois. Si. Oui. Voilà, on vous écoute. Donc, certains pays ont quand même connu des profondes réformes dans les années 80, comme la Nouvelle-Zélande ou la Suède et le Canada dans les années 90. Et ils ont consenti à des sacrifices de court terme pour des objectifs de plus long terme. Et comment les pays européens peuvent-ils retrouver cette hiérarchie entre court terme et long terme, qui est la base de toute décision de politique économique? Bien, merci. Oui, c'est vrai que c'est des exemples qu'on cite souvent, hein, des pays justement avec des modèles sociaux assez évolués. Et donc la Nouvelle-Zélande, la Suède, le Canada aussi, qui ont fait des réformes importantes en diminuant les dépenses publiques et qui véritablement se sont rénovés. Pascal, est-ce que vous avez un éclairage à nous apporter là-dessus? Au fond, y a-t-il un secret suédois ou néo-zélandais dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui? Oui, il y a un secret, mais on ne peut pas s'en inspirer. Le secret, c'est leur taille. De petites communautés sont des communautés où l'agrégation des préférences collectives est beaucoup plus facile. Qu'on prenne le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Suède, la Suisse, le Chili, le Costa Rica, le Cap-Vert, le Rwanda, pour ne prendre que quelques exemples. Voilà des pays qui ont beaucoup mieux fait que les autres dans les arbitrages politiques et sociaux qui consistaient à organiser leur navigation dans la mondialisation. C'est un effet de taille, c'est ce que j'ai appelé sur d'autres tribunes l'effet canoë. Sur une petite embarcation, la tentation de faire le zouave est immédiatement ou plus immédiatement réprimée par les autres. Je n'en tire pas de conclusion de nature ovidienne, comme dirait Eric, mais c'est mon expérience, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je crois profondément à la décentralisation. La gouvernance des peuples, des humains, est quelque chose qui doit reposer sur un sentiment d'appartenance,
ceux qui ont un sentiment d'appartenance fort font beaucoup mieux que les autres. Et je crains que ce ne soit un des problèmes sérieux pour le pays que je connais le moins mal. Très bien. On écoute. On écoute sur le même sujet Éric d'abord, et puis Jean, et on prend vos questions juste après. Éric. Dans le cas des agrégations, il y a une question assez intéressante, c'est l'agrégation des dynamismes. Si vous vous promenez en France, vous voyez partout des dynamismes incroyables, notamment dans le domaine des villes, qui montent. Dans une situation assez moyenâgeuse, vous avez les villes qui montent, alors que vous avez des États centraux qui sont complètement exsangues. D'où la question qui se trouve un peu posée, par d'ailleurs une sorte d'algèbre, et là j'espère que Cédric Villani est encore là, parce qu'il pourrait peut-être nous trouver un peu la solution, parce qu'on a en France une somme de dynamisme, et la somme de dynamisme égale dépression générale. C'est un peu étrange. Alors la question qui se trouve posée quand il y a tous ces pôles de dynamisme, comment est-ce qu'on agrège tout ça, et comment est-ce qu'on fait une nation avec une somme de Singapour ? Jean, j'aurais envie de prolonger la question de notre étudiant pour toi, parce que, évidemment, ces pays dont on parle, c'est des pays, des expériences qui ont été faites à une époque où la croissance était relativement forte. La question qui se pose aujourd'hui pour les réformes qui ont un coût de court terme, c'est quel soutien parallèle apporter à la demande, de façon à pouvoir maintenir quand même le bateau à flot dans une période où il faut à la fois justement se réformer et continuer à croître. Tout de suite à cette question-là, et puis j'enchaîne sur l'autre. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut poser la question. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir, dans les réformes, et on en a de nombreuses à conduire, quelles sont celles qui ont potentiellement des effets favorables sur la croissance, y compris à court terme. C'est-à-dire qu'il faut essayer de sélectionner. On n'a pas les moyens d'avoir à côté une politique de soutien de la demande. Je crois que c'est ce qu'on a déjà dit. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit la politique de réforme elle-même qui contribue à soutenir la demande. Ça veut dire des sélections du type de mesures qu'il faut prendre. Typiquement, des politiques qui consistent à libéraliser les possibilités pour les entreprises de réduire leurs effectifs en période de récession, ce sont des politiques qui se traduisent immédiatement par une augmentation du chômage, une baisse de la confiance, etc. Ce qui est arrivé d'ailleurs à Schröder, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais il y a d'autres politiques qui créent de la croissance parce que elles favorisent la confiance, parce qu'elles créent du pouvoir d'achat. Je crois que dans le menu de réforme, il faut sélectionner de cette manière. Non, j'avais une réaction sur la question des méthodes, pour faire un peu le devoir de philosophie de terminale. Il y a la conscience et la connaissance. Alors Pascal disait, on peut avoir la connaissance sans la conscience. Je pense qu'on peut aussi avoir la conscience sans la connaissance. C'était typiquement la situation dans laquelle on était en matière de retraite il y a 10 ou 15 ans, dans laquelle on se disputait sur les faits. C'est-à-dire on se disputait sur le point de savoir quelle était l'ampleur du problème et qu'est-ce qu'apportait tel ou tel type de solution. Aujourd'hui, en France, on ne se dispute plus sur les faits, on se dispute sur les solutions. Et je pense que c'est un grand progrès. C'est à partir du moment où les gens sont d'accord sur le fait que voilà le problème qui se pose à horizon de 10, 20 ou 30 ans, et voilà ce qu'apportent les différents types de solutions. Ensuite, il est parfaitement normal qu'il y ait des désaccords lorsqu'on dit, parce que c'est le désaccord sur la répartition de la charge de résolution d'un problème. Ça, c'est un bon débat social. Et je pense qu'on y est arrivé. Donc on a fait des progrès en matière de connaissance. Le problème, c'est que sur un certain nombre de sujets, on est encore dans la situation où on n'est pas d'accord sur les faits. On a des problèmes de connaissance, typiquement sur les problèmes de réforme, sur qu'est-ce que les réformes vont apporter. On n'a pas une évaluation qui fait consensus. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Merci. On écoute encore Gerhard sur le même sujet, et puis on prend une question. Dans une démocratie, la politique ne bouge que sous la pression. On l'a très bien vu dans la construction européenne, c'était la menace russe. Aujourd'hui, c'est la menace des marchés financiers qui ont fait qu'à Bruxelles, dans 3 ans, on a pris plus de décisions que dans les 10, 15, 20 années avant dans ce secteur. Et j'aimerais ajouter à ce que disait Pascal, naturellement, les petits pays, c'est beaucoup plus facile de faire des réformes que dans les grands, mais de l'autre côté, là aussi, entre les grands et les petits, il y a quand même un point où ça se ressemble. On ne bouge que quand on est au bord du gouffre. Et dans certains pays, on était plus tôt, dans d'autres, on était plus
plus tard. Dans le cas de l'Allemagne, pourquoi M. Schröder a bougé le moment venu? Premièrement, à l'époque, vous vous souvenez, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Plus que 5 millions de chômeurs, et M. Schröder perdait les élections l'une après l'autre, donc il se disait, eh bien, de toute façon, si je ne fais rien, je suis perdu. Donc, et comme il est un joueur, eh bien, il se dit, eh bien, maintenant, on va y mettre le paquet. Et il a créé donc l'agenda 2010, qui était un grand succès, mais c'était un succès seulement quand il avait perdu les élections. Mais une fois de plus, je répète, il aurait pu gagner les élections s'il avait commencé un tout petit peu plus tôt. Et les réformes, naturellement, quand j'entends aussi les discussions hier, aujourd'hui, eh bien, il y a le salaire précaire, etc., etc. Là, naturellement, il faut faire un choix. En fin de compte, c'est ce qu'on a fait en Allemagne. On a, comment dirais-je, divisé le travail dans un beaucoup plus grand nombre. On a créé des travaux, du travail qu'on dit précaire, mais je peux vous dire, ce n'est pas vu comme ça en Allemagne. Est-ce que vous croyez que le pourcentage d'Angela Merkel d'être approuvé par plus que 60% de la population, ça serait possible que les gens étaient mécontents, ils se sentaient tout à fait dans une situation difficile? Non, les gens voient qu'il est mieux. Il est mieux avoir du travail, même si ce travail, ce n'est pas un travail stable, parce qu'on a seulement un contrat 6 mois, 12 mois, 24 mois, et on n'est pas tellement bien payé, mais on sait que sur le travail précaire, dans les 2 années qui viennent, presque 50% trouvent du travail stable. Donc, premièrement, ils ont du travail. Deuxièmement, ils ont l'espoir de trouver du travail stable, et tout ça fait en sorte que, disons, en Allemagne, malgré les réformes Schröder, on n'a pas connu la misère. Et bien peut-être aussi en France, je suis absolument sûr, tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas une révolution. C'est un petit ici, un tout petit peu par là, et l'ensemble, après, fait qu'on est beaucoup plus compétitif. Et c'est ce que je peux dire, disons là à mes amis français, vous avez tellement d'atouts. Et pour moi, ou vu quelqu'un de l'extérieur, pourquoi une très grande part de la population française n'accepte pas la compétitivité, la compétition mondiale? Vous ne pouvez que gagner avec votre démographie, avec votre système scolaire et d'éducation, avec le savoir-vivre, le ciel bleu à Aix, etc. Eh bien, vous ne pouvez que gagner. François. Merci. Juste un mot, Éric, puis on prend la question. Juste un mot en tant qu'académicien. Vous mériteriez d'avoir fait des études à Aix. Les questions, il y a une question, je vois là, c'est est-ce qu'on peut apporter un micro à Denis Muset? Bonjour, Denis Muset. Ma question est la suivante, elle s'adresse à Youssoundour. Nous passons dans notre société médiatique plus de la moitié de notre temps à consommer des médias, c'est-à-dire à avoir un rapport au monde à travers des écrans. Ça veut dire que nous produisons et consommons plus de signes que de matière. Il ne peut y avoir de compréhension des changements ou des réformes si, à côté de l'organisation des marchés et des échanges économiques, nous n'organisons pas les échanges de signes. Vous avez donc raison, la solution est dans le narratif. Mais pour cela, contrairement à Pascal Lamy, je ne fais pas confiance dans le politique, parce que le politique a sous-traité la pédagogie de son action et de son temps aux médias d'infos brèves et continues. Par conséquent, je me tourne plutôt vers Youssoundour, qui a l'avantage d'être à la fois un politique et un artiste. Et j'ai envie de vous demander, Youssoundour, vous le musicien, est-ce que vous êtes le seul finalement à pouvoir agréger les temps? Est-ce que vous pouvez ici, maintenant, nous chanter une chanson qui nous dise où nous allons et quand nous achèverons la métamorphose? Mais je peux vous dire... Ok. Merci. Je peux vous dire que effectivement votre constat sur
l'importance qu'a pris les médias aujourd'hui. Je le disais hier en discutant, je disais que Facebook, toutes ces créations des réseaux ont remplacé les grands-mères, les grands-parents qui nous racontaient énormément de choses, et ça a complètement quitté notre quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire avec, mais c'est au niveau du contenu et de la valorisation de ces contenus. Et je pense que, bon, j'entends parler énormément de l'Europe, l'Union, et je refuse que ce débat tourne autour de l'Europe quand même. Il faut que c'est... pour rendre hommage encore à cette organisation qui a pensé monde. Et restons dans le cadre du monde, et je pense qu'on s'entendra beaucoup plus qu'au lieu de parler de la France et de l'Allemagne seulement. Je sais que, effectivement, derrière un discours politique, voilà, ça vaut ce que cela vaut, et tout le monde peut avoir son interprétation. Et à partir d'une chanson ou juste d'une citation, on peut aller beaucoup plus vite. Nous l'avons fait précisément sur des actions qui se sont amplifiées après par l'appropriation de cette idée des populations, et tout de suite ça change. Et pour terminer, je vous dis Sumayegon, Sunuyegon, we are shaking the tree. Allez. Je vous propose qu'on enchaîne sans transition avec les taux d'intérêt de la Banque centrale. Allez, une question, qui a le courage de la poser après ce bon moment? Y en a-t-il? Y en a-t-il encore? Oui, pardon. Oui, mademoiselle, on vous apporte un micro, je crois, attendez. Moi, j'ai une question à laquelle personne n'arrive à répondre. C'est pourquoi il n'y a que en ce moment, c'est-à-dire à partir de la crise de 2008, qu'on observe une divergence dans les taux de la dette européenne et pas avant. Merci. Divergence dans les taux, vous voulez dire de la dette. Taux d'intérêt, justement, c'est le sujet que j'évoquais à l'instant. Voilà, oui. Voilà, pour rebondir. Ok, vous avez du courage, c'est bien. Ah, Monsieur Hamada a une réponse pour vous. Youssou, super. The growth, that is because the Bank of Japan didn't know simple monetary theory, and the media and the politicians didn't understand either and followed the lead of Bank of Japan, sometimes Minister of Finance, bureaucratic opinions. However, I think what I am hopeful for Mr. Shinzo Abe is that he changed the agenda of politics. We try to persuade monetary policy or exchange rate policy can affect, can recover the monetary Japanese situation. Nobody listened to us, but Mr. Abe is one of the very few politicians who have power to try this experiment. Christina Roma, former CEA advisors, said that monetary policy didn't work everywhere because it was not really seriously tried. That is one thing. And the second thing is, so some students think politics is nonsense, but politics is important. However good ideas are around, politicians can choose and make it discuss debating points. Then the Japanese economy, for example, could improve in such a good speed. And from now on, Japan will have more difficult problems. That third arrow is
about the potential growth rate. Okay. So we have to, not money, just printing doesn't work. And in order to improve society, as already many people said, Thank you very much. Thank you. we have, I think I am entitled to speak a little more because Thank you. Because Abe can start political process that asks politicians, bureaucrats, central bankers to share some pains. It is often talked about the consumption tax. That is a good way to share pains. But other politicians and other people should also share. But in order to process this kind of sacrifice, we have to have a strong leadership. And I think after July, the election, he will be able to do that. Thank you. Benoît, qui aurait peut-être un mot bref sur la question qui était posée donc sur la divergence des taux d'intérêt dans la dette. Vous voulez vraiment qu'on réponde aux questions? Oh, c'est l'usage en fait. Bah, très simplement, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt n'ont pas reflété avant la crise les différences entre pays? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait des règles de bon fonctionnement ou des règles de copropriété, un règlement de copropriété dans la zone euro qui n'a pas été pris au sérieux par les copropriétaires eux-mêmes. Ça a été dit très clairement par Jean-Claude Trichet, je ne vais pas revenir dessus, il a raison. A commencé par le pacte de stabilité, par les deux plus gros copropriétaires qui étaient la France et l'Allemagne. Donc ça n'a pas été pris au sérieux. Et deuxièmement, parce que les acteurs sur les marchés financiers n'ont pas fait leur travail, qui était un travail d'appréciation du risque. Donc défaillance à la fois des autorités politiques et des investisseurs. C'est ça qui doit changer maintenant. Très bien, merci. Monsieur, vous aviez une question. Un micro, si vous pouvez vous présenter et formuler une question brève, parce que le temps nous est compté. Merci. Pierre-Étienne Laurenceau, directeur du magazine Décideur. Il faut mettre l'humain au centre, et dans cette contradiction des temps, nous avons tous, à titre individuel, le temps court, le temps moyen, le temps long, et le temps de notre vie ou de celui de nos enfants, le temps très long. Pour répondre à cette série de paradoxes et de conflits que nous vivons tous dans notre chair, parfois bien, parfois mal, la question est comment réconcilier pas seulement au niveau de la BCE, au niveau de l'entreprise ou de ses relations avec l'État, ces différents temps, mais au niveau de nous-mêmes. Hier, Philippe Camus disait que le temps était une notion intuitive et subjective. J'aimerais peut-être que l'Éternel ou l'Immortel ou Gérard nous aide à répondre à cette affirmation. Comment répondre à ce conflit et à ce temps intuitif, à ce temps subjectif qui nous travaille et qui parfois nous fait souffrir. Ah là, on part loin, hein, mais... Eric, on a besoin de toi parce que... J'ai deux suggestions. La première, vous relisez Proust dès qu'il aura fini de tweeter. Et la deuxième, ce qui, j'espère, va être le plus vite possible mon cas, vous prenez un verre de rosé. Allez, une dernière question. Oui, Lionel. Après, on arrête. Bien sûr. Oui, merci François. C'était en fait à la demande express d'Ovid et de Chou En-lai, maîtres, qui m'ont demandé de vous remercier de les avoir associés à la théorie de la métamorphose. La deuxième question, enfin la question, c'est pour les deux artistes quand même. Les historiens avaient inventé un concept qui n'a pas assez de crédit, qu'il faudrait développer, qui est l'avantage de l'arriération. The advantage of backwardness. Au fond, on saute toutes les générations technologiques et l'Afrique est en train de vivre ça. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de
de vivre cet avantage d'être arrivé très tard, comme dit Robert Boyer. Mais ça veut dire quoi dans la vie quotidienne, ce choc des temps? Enfin, Youssou, qui est notre ministre à tous, fait semblant d'être le ministre du Sénégal, mais en fait, il est notre ministre à tous. Et vous, Eric, c'est quoi ces hommes qui, tout d'un coup, en une génération, en 5 ans, en 10 ans d'activité professionnelle, sont en train de vivre une histoire de milliers d'années compactée en quelques années? Ce rattrapage, cette renaissance, c'est beaucoup d'anomie et de conflits. C'est demain une Afrique très éclatée, une Asie très éclatée, ou au contraire, c'est une immense chance? C'est un choc positif ou un choc négatif? Merci Lionel. Youssou et Eric, brièvement, si vous pouvez répondre avant qu'on donne la parole à Jean pour conclure. Très bien. Je crois que d'abord, un constat, l'Afrique aujourd'hui fait pratiquement près d'1 milliard d'habitants. Et 70%, c'est la jeunesse. Cette jeunesse n'a plus de complexe et c'est aussi le background qu'il a. Il sait que l'Occident a été construit, il sait que les terres sont là en Afrique. Il sait maintenant, grâce à Internet et autres, que en fait, la différence des langues ou des religions n'est pas un obstacle et plutôt une richesse. Ça, c'est compris et je pense que c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui, cette jeunesse africaine qui n'a pas de complexe et qui a son mot à dire et qui comprend ce qu'il a vraiment au vrai sens du mot. Merci. Eric. Moi, je suis d'accord, évidemment, avec le ministre par définition et par plan de carrière. Mais l'exemple, on le voit bien aussi dans le domaine politique. L'apparition du net, je parle sous le contrôle de mon autre maître de professeur de métamorphose, Gilles Kepel. S'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de printemps. Donc, il y a tous ces temps-là en même temps. La chose qui est, c'est justement quand on essaye je n'ai pas l'expérience d'écrire des chansons, mais de romans, c'est qu'il faut reprendre un peu de lenteur et un peu d'humus, c'est-à-dire d'humilité. Et donc on retrouve une lenteur un peu essentielle avant au fond de respirer de nouveau. Mais c'est le principe même de la respiration. On est un peu replié et puis ensuite on se déploie. Et dans cette articulation des deux, ce qui se passe, c'est les gens qui sont toujours dans la frénésie, qui prennent ça de l'action, ou les gens qui sont uniformément lents. Je ne vois pas la fécondité d'un cercle des tortues. Allez. Un dernier mot pour Benoît Cœuré avant qu'on donne la parole à Jean. Oui. Très bref. Non, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que la question de Lionel Zinzou s'applique aussi à l'Europe. La crise, c'est un formidable bond en arrière. C'est une perte d'activité, c'est une perte d'emploi, c'est une perte pour tous les jeunes qui sont au chômage en Europe. Si on en reste là, c'est une perte définitive, mais c'est aussi l'occasion de repenser l'Europe et de la rendre meilleure. Mais pour ça, il faut attaquer le problème à bras-le-corps et pas se replier sur les intérêts nationaux. Donc je pense que votre question devrait être méditée aussi par les Européens. Merci. Jean. Jean, c'est toi pour le mot de la fin. Bon, disons qu'on a mis en évidence un problème et réussi quelque chose. Le problème qu'on a mis en évidence, qui n'est pas neuf, mais dont on a exploré toute la complexité, ou une partie de la complexité au moins, c'est ce problème d'agrégation des préférences temporelles, dont on voit qu'on est parti à partir de la remarque de Pascal Lamy sur la question de l'agrégation entre des pays très différents, et puis on est venu progressivement à dire que ça s'appliquait à des pays qui apparemment étaient très proches, et puis que ça s'appliquait à l'intérieur des pays entre des populations, des groupes sociaux qui n'ont pas du tout les mêmes préférences pour le présent. Et c'est pour nous qui sommes habitués à réfléchir aux problèmes politiques en termes distributifs, c'est vrai que c'est une dimension qui introduit à une échelle de complexité qui justifie probablement quelques autres rencontres du cercle des économistes qu'on pourrait espacer. Donc je propose d'en faire une tous les 5 ans et il nous en faudra probablement 4 ou 5 pour commencer à
débroussailler les abords du problème. Merci Jean. Pardon. Le deuxième problème, c'est que nous avons réussi dans ce panel l'agrégation de points de vue et de professions et de responsabilités aujourd'hui qui étaient très différentes. Et ça, c'est grâce à François Langlais. Oh, écoute, c'est gentil, mais merci évidemment au cercle, merci à tous nos intervenants. Je vous propose qu'on les applaudisse tout spécialement, Monsieur Hamada et ses graphiques. Sorry, my English. No, it's okay. It was very nice.